Witam Państwa w naszej sesji popołudniowej. Je vous souhaite bienvenue dans notre session de l'après-midi. J'aimerais vous saluer bienvenue à tous et réunis comme nous sommes parce qu'il y a eu quelqu'un de nouveau qui est venu. Je voudrais vous présenter professeur Ria Małgorzata Jacyno, qui est sociologue spécialiste de la classe et du néolibéralisme, mais très philosophante dans des espaces épistémologiques également du fonctionnement des sciences et de la recherche. Oui, mais je ne me suis pas présenté, je m'appelle Michał Kozłowski, je travaille ici à la faculté de philosophie de l'Université de Varsovie, je suis moderniste de mon premier métier, je m'occupe du XVIIe siècle, y compris la réduction scientifique, à laquelle je suis, comme nous tous modernistes, révérend, très respectueux de laquelle je suis, responsable de la philosophie française, entre autres, dans notre petite communauté, sans en avoir le monopole. Je suis administrativement parlant responsable. Mon ami a des missions qu'on partage. Je suis également membre d'un groupe de coopération et je vais animer ce débat d'aujourd'hui. Permettez-moi de dire quelques mots au début en polonais, mais je vais poser les questions en français car c'est en français que je les ai rédigées. Et on se trouverait dans la situation lost in translation si on le faisait en 2 reprises. J'ai formulé 2 questions. Lorsque j'ai lu, encore une fois, je les ai relus. Ça m'est venu à l'idée que ça pouvait être la même question, mais posée d'une autre façon. Mais dans notre domaine, c'est ainsi. La première question, donc, qui effectivement me... Alors que je suppose concerne nous tous et cette question nous hante. Sommes-nous encore une communauté scientifique, peu importe dans quel sens, et sociologie et anthropologie connaissent beaucoup de sens du terme communauté, mais bien sûr, dans communauté, quelque chose réuni, au minimum quelque chose aussi flou comme un ethos. Et nous sommes à l'intérieur du monde académique de ceux qui font la science, de ceux qui font la recherche, de ceux qui produisent le savoir, énormément divisé et sur les lignes et les clivages, selon les lignes et les clivages, complètement incongruents, très diverses. C'est-à-dire, on a toujours les replis de guerre disciplinaires entre les disciplines. Je me rappelle de célèbre speech de Richard Feynman où il nous a appelés tous les humanisants, donc pas vous, mais les vrais, il nous a appelés tous cargo scientifiques en nous comparant au culte cargo que nous faisons les gestes scientifiques sans aucun contenu, n'est-ce pas? Mais autres divisions, à mon avis, sont beaucoup plus dangereuses que ceci, notamment celle qui vient des systèmes de mesure et de classement, de formes d'accumulation de capital symbolique et par conséquent matériel à l'intérieur du champ qui toujours a existé dans la science, on est bien d'accord, mais aujourd'hui atteint les niveaux, je crois, jamais vus auparavant. Finalement, je dirais, on est divisé par les modes institutionnels et les systèmes de fonctionnement. Il y a un groupe de collègues, chaque année, on soupçonne que ceux qui ont le plus de talent, qui quittent vers les privés, par exemple. Et si on quitte vers les privés, même si on fait la recherche, est-ce que cette recherche et la science, si elle est visée à la protection par copyright, elle n'est pas visée envers les autres, adressée aux autres scientifiques, n'est-ce pas? Donc ces divisions sont multiples
Mais ok, mais c'est facile de faire ces critiques, parce que je crois que pour énormément parmi nous, et c'est là partout dans le monde, je n'ai même pas mentionné les divisions politiques et géographiques qui concernent la science, à mon avis, il perdure quelque chose comme un ethos, sens de responsabilité, même qui provoque au moins la mauvaise conscience chez certains, de temps en temps, s'ils ne motivent pas à l'action. Donc ça c'est... Je m'excuse d'être un peu long, mais voilà, j'ouvre alors la discussion. Est-ce qu'il y a les candidats qui voudraient prendre la parole comme premier, ou je dois pointer comme à l'école? Vous, très bien. Allez. Jeśli można, tak działa, widzę. Si l'on peut, j'aimerais vous remercier d'avoir invité à ce milieu philosophique. Et moi, je vais vous rendre le compliment. Il a pour moi une longue tradition et bonne dans l'équilibrage de la question du présent et des grands problèmes, de grandes questions. Comme je suis sociologue, je vous ai d'autant plus reconnaissant de cette invitation que ces remerciements rituels, car je représente une discipline qui a été pour Pierre Bourdieu sport de combat. Et pour nous autres, le combat, l'objet, c'est le présent. Des idiomes cognitifs divers et variés, ce qui crée notre réalité et n'est pas sujet à discussion. C'est pourquoi, dans cette formule sport de combat, il y a une certaine inquiétude. Qu'est-ce que le sociologue va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il apporte un élément de déséquilibre, de gêne, d'inconvenant. Je voudrais donc dire, puisqu'il a été souligné des différences culturelles et géographiques, j'aimerais dire que la société polonaise se trouve dans une situation tout autre que celle française. Je pense que ces questions telles qu'ethos, la communauté scientifique, on peut les référer aux problèmes, justement, dans la pensée philosophique, j'aurais tendance à dire terre à terre, à savoir service public. S'agissant de la Pologne et des pays post-communistes, chez nous, les services publics sont surannés, quelque chose d'archaïque, d'anachronique, quelque chose qui demeure de l'autre système, un reliquat de l'autre système. C'est une formule gênante. Beaucoup de travailleurs de la science, de la santé, se refusent à admettre ce terme, service, servir. C'est donc quelque chose de très problématique en Pologne. Et je pense que c'est une excellente occasion de réfléchir à dans quel contexte fonctionnons-nous actuellement, dans le cadre de quelles institutions nous créons des connaissances légitimes qui veulent passer pour telles. Comme cela vient d'être dit par vous, monsieur le professeur, les connaissances sont produites par de diverses institutions. Ce sont des sociétés de conseil, des cabinets de conseil, ce sont des laboratoires privés, ce sont des entreprises, ou enfin des maisons d'édition qui sont spécialisées dans la création, la constitution de ce que j'appellerais l'industrie de bon conseil, une sorte de
philosophie qui a tout simplement aidé les gens au lieu justement d'offrir des services publics. Qu'est-ce que c'est que ces services publics? Je pense que nous n'avons pas eu le temps d'avoir à disposition d'une anthropologie de services publics. Servir, distribuer, assister, aider, donner, céder des services, quels qu'ils soient, et le mot public soit un terme, un concept qui se rapporte au peuple, à des institutions d'État, à ce qui est ouvert, à ce qui est accessible, à ce qui est offert à tous sans exception. Et à ceux qui ne connaissent pas le contexte polonais, je crois qu'il est bon de leur rappeler qu'en Pologne, nous avons par exemple des services publics dans le domaine de la santé. Mais pour en profiter, pour en bénéficier, souvent, il faut avoir des relations privées. Les services sont publics, mais accès à ces services est privé. Nous fonctionnons donc dans une sorte d'hybride public-privé. Cela vaut pour la santé, mais cela vaut également pour la production de la science. Je renouerai ici avec la conception de Michel Foucault de dispositif, à savoir la science est créée aujourd'hui et produite non seulement dans le cadre de l'université, dans le cadre des institutions publiques, mais dans le cadre d'un certain dispositif public-privé. Il a été facile, j'en viens à bout de mon intervention, il a été facile d'introduire ce nouveau élément du mode de production dans les pays post-communistes, car il a été plus facile ici envoûter, enchanter la société en se référant à de nouvelles technologies. D'où, je pense, en répondant à la question qui a été posée, il faudrait se répondre à la question pour qui nous travaillons, pourquoi nous travaillons, qui servons-nous? Car, compte tenu de ce qui se passe actuellement, savoir la crise climatique, on voit que ces règles de fonctionnement, cette compétition qui a été organisée, arrangée dans des institutions scientifiques, ne servent personne, ne servent à rien. Merci. Merci. Je veux bien rebondir peut-être sur cette question de service public avant de revenir directement sur la question de la communauté scientifique. La question des services publics, c'est intéressant d'entendre qu'elle est archaïque en Pologne eu égard à l'histoire de la Pologne. Alors forcément, on se dit, elle est archaïque pour qui ? Parce que, en fait, la question des services publics, par exemple en France, c'est vrai qu'il y a une histoire, il y a en quelque sorte une histoire continue, il y a une histoire assumée qui a été effectivement beaucoup travaillée à la fois par les sociologues et les philosophes, à la fois par des personnes comme Robert Castel, mais aussi par des philosophes qui sont intéressés à la question de l'État social. Donc elle est très liée à toute la conception de l'État social. Mais d'une certaine manière, en France aussi, la question des services publics, elle peut être considérée comme archaïque. C'est-à-dire, tout dépend qui parle des services publics. Parce qu'en fait, si on a quand même des formes de gouvernance internationale, bon, disons, partie aussi d'une histoire du néolibéralisme dont Foucault produit justement un certain nombre d'éléments, qui après, dans ses foyers de vulgarisation, s'est plutôt situé aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec Reagan et Thatcher, qui après s'est diffusé dans le reste du monde. Et donc, du point de vue français, on peut dire que
d'un point de vue de gouvernance néolibérale, on est quand même beaucoup dans des gouvernances néolibérales, les services publics sont aussi archaïques. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toute une partie des corps intermédiaires, il y a toute une partie de la population, il y a toute une partie, on pourrait dire aussi, d'une culture de gauche qui défend toujours cette référence à l'État social, au service public. Donc la question que j'aurais envie d'adresser là-dessus, et pour avoir aussi plus de précision sur la Pologne, pour qui en Pologne les services publics sont-ils archaïques ? Parce que je pense que c'est toujours par rapport justement à des discours, à des rapports savoir-pouvoir, etc. Donc ça serait la première chose. La deuxième chose que je dirais sur le nous, sommes-nous encore une communauté scientifique ? Forcément, on est en but dans le domaine du savoir à un certain nombre de difficultés qui nous obligent à interroger cette communauté ou tout du moins à interroger ce nous. Parce que, bien évidemment, il y a le fait qu'au XXe siècle, on a toujours connecté la question du savoir avec la question du pouvoir. Et pas seulement dans le vocabulaire foucaldien, mais dans bien d'autres traditions. Il y a par exemple eu en français un très beau livre, il y a assez longtemps, de Michel Ledeuf sur le sexe du savoir. Donc il y a aussi la manière dont on fait entrer les questions de genre dans le domaine du savoir. Il y a aussi toute l'interrogation sur la vérité. Le fait que la vérité, c'est aussi devenu les vérités, et qu'on pose souvent des régimes de vérité. Donc tout ça déconstruit le nous de la communauté scientifique et ça oblige en même temps à le reconstruire, mais avec des paramètres qui sont différents. Le savoir, en quelque sorte, était divisé. Donc, en tout cas, on a mis en avant les divisions du savoir. Donc, par rapport au XVIIe siècle, forcément, on n'est plus du tout sur le même registre du nous de la communauté scientifique. Puis, comme vous l'avez ajouté, il y a toute la question maintenant des modes de gestion de la science. Et donc, des modes de gestion aussi, pas seulement de la science, des modes de gestion de tout ce qui peut relever des pratiques sociales. Et en tout cas, modes de gestion qui passent toujours par les questions de performance, par les questions de concurrence et par des formes, on pourrait dire, nouvelles de bureaucratie qui n'ont d'ailleurs plus rien à voir. On est dans des formes de bureaucratie qui n'ont plus rien à voir avec la bureaucratie telle qu'elle a pu exister, par exemple, dans ce qu'on appelait le bloc justement de l'Est. On est dans des formes de bureaucratie maintenant qui sont des formes de bureaucratie, en tout cas en France, et je ne sais pas si en Pologne c'est pareil, des formes de bureaucratie qu'on pourrait appeler néolibérales, c'est-à-dire précisément structurées par certaines exigences dites de performance, dites d'excellence. Et donc, ça aussi, ça restructure certainement le nous, parce que ça pose... C'est une partie de la table qui s'en va. Voilà, on est sauve. Ça pose en tout cas de nouvelles formes aussi de concurrence et de nouvelles hiérarchies. Donc il ne reste pas beaucoup d'espoir pour cet ethos. Ah non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en tout cas, il doit être reconstitué parce qu'il a été interrogé. Il fait l'objet d'un certain nombre, effectivement, de partages, de divisions, d'investigations, et donc il est sûrement en phase de reconstitution. S'il vous plaît. Oui. Merci. Peut-être, rapidement, je vais évoquer le fait qu'en France, dorénavant, et ça me permettra d'introduire d'autres choses. En France, dorénavant, depuis le 1er janvier 2023, tous les docteurs, au moment de leur soutenance, à l'issue de leur soutenance, doivent désormais prêter serment, un serment en faveur de l'intégrité scientifique. Donc c'est un sujet qui n'est pas consensuel, mais ça va permettre... En fait, ça recoupe plein de questions qu'on se pose. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce serment en France... Alors, on est le seul pays, je crois, aujourd'hui,
à l'avoir inscrit dans la loi. Donc c'est un serment seulement sur l'intégrité scientifique, sur rien d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que cette initiative, elle est venue du Sénat chez nous, d'un sénateur communiste qui s'appelle Pierre Ouzoulias. C'est donc pas venu des communautés scientifiques elles-mêmes. C'est venu de la représentation nationale, du législateur. Alors, c'est pas consensuel pour plein de raisons, on va pas faire... mais ce qui peut paraître... deux choses, quand on lit les motivations du législateur, enfin en tout cas les motivations de ceux qui ont introduit ce serment dans la loi en France, qui n'est pas rien, c'est une obligation de la loi. Deux choses étaient mises en avant. D'abord, effectivement, la promotion de l'intégrité scientifique au sens de cet ethos de la science à la Merton, c'est-à-dire on estime que l'on doit, dès lors que l'on est titulaire d'un doctorat, quelle que soit la carrière professionnelle que l'on envisage par la suite, mais surtout si on reste dans le monde académique, on doit avoir un rapport privilégié aux données, à l'empirique, ou plus généralement, on va dire, à la vérité. Donc il y avait cette idée d'utiliser le serment pour, en quelque sorte, redire aux autres composantes de la société, il y a une spécificité de ce que l'on fait en science, un rapport privilégié à l'empirique, aux données, à l'objectivité, à la vérité. Donc ça, c'est une première dimension. Et évidemment, on comprend pourquoi le législateur s'en est emparé, parce qu'il y avait en tout cas, de la part de ce groupe sénatorial, une volonté de revaloriser la parole scientifique dans l'espace public, puisque la parole scientifique est en permanence dans un régime de concurrence avec d'autres discours. Et donc l'idée, c'était, si nous, chercheurs, sommes à la hauteur de cet ethos de la science, on peut davantage revendiquer une légitimité de notre parole dans l'espace scientifique. Si on ne s'engage pas davantage à respecter cet ethos-là et le faire savoir, à ce moment-là, cela peut diminuer la prétention que l'on a à être écouté dans l'arène publique. Alors, ça c'est un premier point. Donc, ce serment est donc une façon de réaffirmer, souvenons-nous pourquoi Merton, en 1942, affirme un certain ethos de la science, au moment où la science est remise en question. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Et donc, voilà, ça me paraissait intéressant de rappeler ça, et puis on pourra en discuter. Deuxième peut-être remarque que je voudrais mettre en avant, c'est, souvenons-nous aussi, et ça je reprends ce que Bourdieu a pu dire du champ scientifique, en le comparant à un champ physique. Un électron, il agit sur le champ physique tout autant qu'il est affecté par le champ physique. Et donc ce que je voudrais mettre en avant, c'est que revendiquons toujours notre capacité à nous autoréguler, à nous auto-administrer, notre autonomie, mais là, le prix... on ne peut le faire que si on prend en charge des dysfonctionnements sur lesquels nous agissons en tant qu'acteurs de ce champ scientifique. Donc on ne peut pas complètement externaliser à un « on » qui, je ne sais pas qui il est, les évolutions du champ scientifique. On est acteur de ce champ autant qu'on subit ces évolutions. Et ça renvoie à des registres de responsabilité dans l'autogouvernance de la recherche alors je ne sais pas comment ça se passe en Pologne, mais qu'en France on n'a pas complètement perdu la main sur tout. Et donc dans quelle mesure on peut essayer de reprendre la main pour pallier ces sources, répondre à ces sources d'insatisfaction qui reviennent tout le temps dans le débat public sur la compétition, l'excellence, la hiérarchie, mais dans quelle mesure nous sommes évidemment acteurs de ces évolutions, qu'on ne nous impose qu'en partie de l'extérieur. Et donc une ligne de partage, et je finirai là-dessus, la question était très intéressante, c'est-à-dire pour qui travaillons-nous ? Pour qui travaillons-nous ? Donc si on laisse de côté la question pour qui travaillons-nous ? Et là, je pense qu'on retrouve, je ne sais pas en Pologne, mais on retrouve une ligne de partage, voire d'opposition assez forte dans les communautés scientifiques, en France et pas seulement, c'est-à-dire, et je ne fais pas de jugement sur de quel côté il faut être, mais toute une partie des communautés scientifiques qui vont être réticentes à subordonner en quelque sorte le choix de leur sujet de recherche en fonction de besoins qui sont identifiés par d'autres acteurs que les communautés scientifiques. Autrement dit, dans quelle mesure, et là ça me semble une ligne de partage intéressante de la science aujourd'hui, dans quelle mesure nous, monde académique, monde de la recherche, sommes-nous prêts à abandonner une partie de notre autonomie ? Alors évidemment pas à l'indépendance par rapport au pouvoir politique, etc., qui viendrait nous dire quel doit être le résultat de la recherche. Là, on est d'accord là-dessus. Mais dans quelle mesure on est prêt à dire, OK, la science est centrale aujourd'hui dans nos sociétés, dans quelle mesure on peut encore revendiquer de suivre nos sujets de recherche selon notre curiosité naturelle, plutôt que de répondre à des besoins, des problèmes exogènes qui sont identifiés par d'autres acteurs. Et là, ça me paraît une ligne de partage
très, très active, en fait, dans le débat public sur la science et sur la question de l'autonomie de la recherche, et qui revient à ces questions: pour qui travaillons-nous? Est-ce qu'on travaille avant tout pour nos pairs? Une des conséquences de dire on travaille avant tout pour nos pairs, c'est que la façon dont on rentre en compétition les uns avec les autres est aussi liée au fait que quand on se juge entre nous, c'est un article dans Nature, c'est un article dans Philosophy of Science, je ne sais pas quelles sont vos revues prestigieuses, mais ça, on ne se soucie pas de l'impact que ce que l'on fait, de l'utilité sociale que ce que l'on fait. Donc, nos propres critères que nous utilisons, nous, dans nos processus de recrutement, de promotion, parce qu'on n'est pas extérieur à ces processus, sont en tension avec d'autres attentes que l'on peut ou non penser légitimes, qui sont des attentes de pour qui travaillons-nous, pour d'autres composants de la société. Et là, à un moment, il faudra que nous-mêmes, nous mettions au clair sur le fait de ces tensions-là et, en quelque sorte, d'essayer de les résorber sans toujours externaliser la responsabilité. Merci. Oui, effectivement, visiblement, la question « pour qui travaillons-nous » semble être la clé pour comprendre qui nous sommes. Ça, c'est... Ursula? Tak, to ja krótko się odniosę. Rapidement, je vais rebondir à quelques problèmes. Excusez-moi de semer confusion, peut-être. Mais il y a eu tant de questions qui sont apparues qu'il est impossible de les regrouper ensemble. Première chose qui est apparue dans l'intervention de la professeure Iazzeno et de ce que Madame le professeur vient de dire sur le contexte polonais. Premièrement, j'ai l'impression que cette réception polonaise de ce qui est public, de service public, malheureusement, pèse là-dessus quelque chose qui est devenu un sport national, c'est-à-dire la critique du point de vue moral de cette perspective, de ce que c'est que le secteur public qui a été considéré comme non nécessaire du point de vue économique, qui a été tout simplement considéré comme un élément de l'ancien système. Maintenant, la nouvelle réalité économique et sociale prévaut. Et c'est une chose qui pèse sur nous en Pologne. Et de l'autre côté, c'est que on a le sentiment qu'avec les services publics, que ces services publics sont douteux du point de vue moral. Souvent, chez nous, on associe la critique des services publics en tant que telle avec la critique de surutilisation de certains services publics. Tout cela a été regroupé et considéré comme une sorte de monolithe linguistique, préparé comme un argument contre les services publics, un argument pour que l'État refuse à financer certaines aires d'activité. Cela me semble évident, mais corrigez-moi, Madame le professeur. Je voudrais rebondir également sur ce que vous avez dit, Madame le professeur, à savoir des actes de langage qui revêtent un caractère légal, une sorte de déclaration, justement, car ce qui définit la auto-responsabilité de la science, mais aussi la responsabilité de la communauté scientifique à l'égard de la société, si je me souviens bien, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on reçoit le diplôme du docteur, il y a un serment qui est dit en latin et sa teneur est la suivante. On jure de recevoir ce diplôme. Mais personne ne comprend ce serment. Bon, tout le monde comprend car ils ont la traduction. Mais nous recevons non pas pour une volonté de gloire et pour des gains déplorables. Donc c'est montrer une forme traditionnelle de fonctionnement des connaissances où la connaissance est quelque chose d'ésotérique et les scientifiques ne fonctionnent que pour la vérité pure. C'est une manière, mais très archaïque, de signaler cette autoresponsabilité de la science par la même de définition de cet état scientifique. Mais aussi bien la forme linguistique, comment cela fonctionne, ça donne à penser. Et deux, c'est ce jeu de bonne pratique qu'on va y ajouter un livre dont on doit prendre connaissance. Mais je ne pense pas que ce soit
un document où il faille accuser sa réception et application et qu'il y ait des sanctions administratives de ne pas le faire. C'est un document qui définit quelque chose. Non, tu as raison que nous avons affaire aujourd'hui avec une prolifération, je dirais, de règlements éthiques internes de formation. Mais nous savons tous que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Moi, je suis contre, mais cela ne touche pas à l'essentiel. D'une certaine manière, cela ne touche pas à l'essentiel, mais cela définit la réalité dans laquelle nous fonctionnons. Donc, ça a la capacité de créer de la réalité, mais la question se pose dans quel état cela est créé. Et pour moi, ce qui est intéressant de constater, c'est que d'un côté, dans ces discussions sur l'éthique du milieu scientifique, ou bien nous avons des manières très archaïques d'en parler, ce que c'est que la communauté universitaire, académique, qui plus est, je ne sais pas, nos invités de France certainement ne connaissent pas cet ouvrage, mais peut-être Madame le professeur le connaît, une publication d'anniversaire qui est apparue à l'anniversaire de la fondation de l'université Jagiellon à Cracovie. Je ne me rappelle plus le titre. Cet ouvrage est un témoignage très intéressant de comment change la conscience des chercheurs eux-mêmes de ce que c'est que l'université. J'ai vu, moi, un ramassis de deux récits, de deux narrations. Une que l'on peut y trouver, c'est une narration très traditionnelle qui renoue avec Humboldt, avec le devoir universitaire lié non seulement avec la responsabilité à l'égard de la vérité, mais une université qui a cette responsabilité sociale, ce qui doit être cette communauté de communication idéale qui fournit à la société un modèle comment parler entre nous pour que cela ne fasse pas exploser cette communauté. Et en même temps, cela doit être une communauté qui fournit des armes d'action, d'agir. Donc, intégrité, honnêteté, tout cela, bien entendu, est transposé en champ social. Et c'est un type de narration. Et l'autre, c'est une narration économique. L'université doit être attelée dans la réalisation des besoins sociaux. La seule responsabilité de l'université, c'est celle économique. Et à vrai dire, ce que nous faisons devrait être défini par des décideurs qui nous indiquent quels sont les besoins urgents de la société que les scientifiques devraient satisfaire. Et nous devrions faire accélérer ce processus encore davantage. Être d'accord avec la constatation que l'université doit être modifiée et changée de façon en profondeur par cette nouvelle situation dans laquelle nous vivons. Intéressant de constater ici, ce sont deux narrations qui ne sont pas comparables l'une avec l'autre, incompatibles. Je n'y vois pas de champ de médiation entre les deux récits. C'est tout. Je peux ajouter quelque chose en tant qu'homme qui est lié avec l'université dans un lien non sacramental. J'enseigne à l'université, mais je m'occupe aussi d'autre chose. Ma première pensée a de votre thème, de ce que vous avez dit. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu, en sortant du déjeuner dans le palais Casimir où on a été, il y a une exposition consacrée à Jan Łukasiewicz, logicien polonais de l'école de Lwów et de Varsovie. Il s'occupait de la logique tridimensionnelle. Mais j'ai pensé à lui dans ce contexte de la salle où nous nous trouvons sous l'œil de Maria Ossowska, mais où se trouvait également la bibliothèque de la faculté de philosophie. Actuellement, je passe à des choses concrètes. Il y a une semaine, nous avons quitté Paweł Kolanowski, disparu brusquement, qui s'occupait de la logique de Jan Łukasiewicz, tridimensionnelle, mais n'est pas resté à l'université. Il a commencé à travailler dans le centre de la science Copernic. Il travaillait en théâtre robotique, il faisait de l'art mathématique. Et il organisait quelque chose qui s'appelait des soirées pour adultes,
Maintenant, je crois que la question y a été lancée. Comment l'université doit intégrer des institutions? C'est une question ouverte que je pose, surtout que nos invités français, vous fonctionnez des institutions grandes qui regroupent de divers établissements divers. Et maintenant, est-ce que l'université et le centre de la science Copernic doivent associer leurs efforts, conjuguer leurs efforts ou non? Est-ce que l'art robotique, est-ce que tout ce qui se passe au sein d'une telle institution peut être considéré, Stéphanie, comme intègre, scientifiquement parlant? Il y a de la passion, il y a recherche de la vérité. Et à question de notre humanité, Monsieur le professeur Krajewski, ce matin, nous a conté des choses sur les ordinateurs, sur les problèmes que nous avons avec l'intelligence artificielle. C'est là-bas que cela se passait, mais effectivement, cela ne se passait pas suivant les manuels dont tu parles. Les règles strictement dites qui doivent définir le travail académique. Et c'est une question qui me paraît importante. Nous sommes à même de créer une telle portée d'intégrité scientifique qui nous permet d'ouvrir une université à d'autres domaines, à d'autres institutions, à d'autres individus qui s'occupent de la passion, de la recherche de la vérité, qui essayent de faire quelque chose pour la société, qui interviennent au nom de la science, mais ne le font pas de façon académique. Première chose. Et la deuxième tout de suite ou après? Sur la lancée. Deuxième chose. Toujours, j'ai en tête, lorsque j'entendais ces questions, et j'avais en tête aussi le sujet de cette conférence, la science qui sert la société, et comment nous autres philosophes nous nous retrouvons en travaillant ou en agissant pour la société. Je n'ai pas entendu à ce jour, dans nos entretiens, le concept de la guerre de laquelle on est témoin. On a entendu diverses choses. Le président Woukov disait que les gens sont les plus importants. Mais bien entendu, à l'Occident, rien ne change, rien de nouveau. Mais en Pologne, on est au seuil de la guerre. On a à la frontière un conflit. En Ukraine, le conflit éclaté. Et je voudrais renouer à la philosophie française et rappeler la situation d'il y a 100 ans, où les philosophes occupent des positions très diversifiées à l'égard de la guerre. Henri Bergson, qui a des origines de Varsovie, mais qui est philosophe français, il appelle la guerre au début de la Première Guerre barbarie. Il dit que c'est la guerre de la barbarie de la civilisation. Il prend la position du côté de la civilisation, bien sûr. C'est un des rares philosophes à qui il est arrivé d'être agent, car après, il va avec une mission secrète aux États-Unis pour convaincre le président Wilson pour que les États-Unis cessent d'être neutres et accèdent à la guerre du côté de la civilisation. Et il réussit le défi, peut-être que c'est son mérite, celui de Bergson. Mais il y a une autre position, c'est Bertrand Russell qui l'attaque en lançant son appel aux intellectuels. L'intellectuel, pendant la guerre, doit toujours être impartial et neutre. Maya Osaska me regarde, celle qui parlait toujours de l'impartialité dans les jugements moraux. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous voyez une voie? Car la question reste ouverte. Est-ce que nous sommes impartiaux? Est-ce que nous savons l'être vraiment? Est-ce que nous avons la force de nous engager, de nous prononcer dans des questions telles que d'importants conflits internationaux? On reprochait à Bergson qu'il s'est prononcé en tant que philosophe disant la vérité sur la réalité politique, tandis que la guerre est tout simplement un conflit de deux États, entités égotiques, ou de deux alliances. Donc c'est une seconde question, je crois, que nous, en tant que philosophes aujourd'hui, nous sommes face
à beaucoup de questions semblables. Quel est le prix de notre impartialité? Où devrions-nous, est-ce que nous devrions la rechercher ou tout simplement nous engager? Le travail de philosophe dans la politique aujourd'hui, c'est un travail qui consiste surtout en balance. Le mot expert est le mot clé. De toute façon, je crois que ce sont de grandes choses où les philosophes peuvent servir toujours. Est-ce que nous devons avoir une action à la Bergson ou à la Russell? C'est à vous de choisir. Bien que... C'est une remarque particulièrement intéressante. Et face à la guerre, il y a encore bien d'autres problèmes, notamment pour les sciences sociales. Peut-être que ces problèmes sont de nature différente, mais je voudrais ajouter que Bertrand Russell a changé d'avis de 180% lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être qu'une question initiale sur les attitudes et la réponse à cette question est selon la guerre. Ça dépend de la guerre. Enfin, je reviendrai sur cette question de la guerre un tout petit peu, mais je voudrais revenir en arrière, si c'est possible, tout au début sur la notion de service public pour évoquer d'autres choses. Moi, ce qui me frappe, compte tenu des enjeux dont on traite cet après-midi, c'est l'espèce d'inversion de notre position par rapport à des générations de philosophes comme celle de Foucault, par exemple. Ce qui me frappe, c'est que, puisqu'il en a été question, dans la notion de dispositif, dont peut-être l'université est un élément essentiel, ou était essentiel, ça avait une valeur critique aussi d'utiliser ce genre de terme. Le dispositif, ça implique des processus de normalisation du discours, de raréfaction, de sélectivité, de production du langage normal. Bon. Et il y a eu une période, comme on le sait tous, où précisément, c'était à la suite de Foucault, tout l'enjeu était précisément de critiquer ce type de dispositif producteur d'un langage normal. Ce qui me frappe, c'est que la position s'est complètement inversée maintenant. C'est-à-dire que de critique de l'université, pour utiliser juste cet élément-là, nous en sommes devenus les défenseurs. Mais au nom de quoi, justement? Comme si ces dispositifs de normalisation, de sélectivité avaient complètement disparu. Or, c'est faux. Ils sont toujours effectifs, réellement. Mais alors, au nom de quoi nous défendons cet espace que, par ailleurs, nous pouvons considérer comme un espace de restriction aussi de la parole? La notion de service public, de ce point de vue-là, elle me paraît intéressante, parce que ce que nous cherchons, d'une certaine manière, dans la défense de l'université, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est plutôt la production, effectivement, d'un espace public parcouru de tensions, y compris d'un champ de bataille, au sens kantien du terme. Et dans ce cas-là, ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est que l'un des symptômes de cette normalisation du discours, de ces effets pervers du dispositif, c'est précisément la montée en puissance du critère de l'utilité et de l'utilité sociale de nos discours, de nos pratiques, même de nos résultats. Moi, je le vois même dans le champ de la philosophie de la religion, par exemple. Et puis, on le sait tous, puisqu'on dépend beaucoup des financements européens, par exemple, pour les projets. Il y a un principe de sélectivité qui s'opère par ces financements, qui vise directement une utilité sociale. Alors, c'est très bien, mais par exemple, dans le champ de la philosophie de la religion, effectivement, la sociologie des religions est hyper valorisée de ce point de vue-là, parce qu'on imagine, à tort ou à raison, qu'elle a une utilité sociale directe. Ça nous permet de connaître les phénomènes religieux qui peuvent poser des problèmes à l'espace public, justement, à l'espace public européen. Donc il y a, là encore, des effets de sélectivité qui sont impliqués par ce critère d'utilité. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le problème, c'est pas l'utilité, puisque on ne fait pas de la science pour de la science, qu'il n'y a pas de science désintéressée de toute manière, mais c'est plutôt le caractère direct ou indirect de cette utilité. Je pense qu'on se trompe beaucoup en attribuant un caractère d'utilité directe
à nos pratiques. Bon, et c'est ça qui produit des effets pervers du dispositif. Le critère de l'utilité indirecte, je pense qu'elle est intégralement tributaire à la production, effectivement, d'un espace public dans lequel il y a un service public, évidemment, mais qui déborde largement l'idée de service public et qui est plutôt tributaire, je ne vais pas dire d'une raison communicationnelle, mais en tous les cas, de la production d'un espace qui est, à mon avis, directement concurrent avec l'espace de la concurrence. C'est-à-dire, il y a deux manières de produire aussi un espace public, parce qu'on peut parler d'internationalisation de la recherche, s'en réjouir que, d'une certaine manière, le grand projet de la République des lettres au XVIIe et au XVIIIe est devenu planétaire, donc on s'en réjouit, c'est formidable. Donc il y a une communication, des échanges permanents, un réseau ou des réseaux, et qui a une diffusion de la recherche. Mais précisément, ce champ-là, planétaire, il est régi par des logiques qui sont des logiques concurrentielles, des logiques libérales. Donc on a à la fois un espace public des échanges et un espace public qui procède une nouvelle fois à des principes de sélectivité, d'exclusion, de valorisation. Et moi, la question que je me pose dans ce cas-là, c'est comment conserver l'idée d'espace public sans l'abandonner à l'espace public des échanges, pour le dire rapidement, ou la concurrence libérale dans cet espace. Voilà. Oui, j'ai l'impression que additionnellement, l'espace public, à la fois, est le plus grand danger pour nous, comme vous l'avez dit. Et à la fois, sans sa protection, on ne peut pas perdurer. Donc, c'est précisément cette... écoutez, on n'est pas hyper pressé, on est là pour faire les débats. Qui aimerait poser une question, ou peut-être pas sa question, mais une critique qui ira écraser tous les intervenants? Bonjour, Kinga Torbitska du Centre de civilisation française. Je suis l'une des co-organisatrices. J'ai le plaisir de vous écouter parler. C'est avec grande curiosité et plaisir. Moi et toute notre équipe du centre, nous vous écoutons parler. Je suis politologue de formation. Mais depuis ce matin, la réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'est que le philosophe, c'est le premier, le seul et probablement le dernier expert en ce monde. Je voudrais vous demander, vous poser une question peut-être naïve. Comment considérez-vous, vu de votre perspective, quelles sont les plus grandes menaces, les plus grands risques présents pour l'humanité, pour toute l'humanité, puisque vous en débattez depuis ce matin, mais également pour l'humanisme, compris en tant que, humanisme que vous avez évoqué au cours du débat de ce matin. Merci. S'il y a d'autres remarques ou des réflexions, conclusions informelles, apparemment ce n'est pas le cas pour le moment. Qui aimerait se référer à cette question? Je pense que, c'est une question. Votre question, elle est très large et c'est difficile d'y répondre comme ça instantanément. Mais moi, je pense que la grande menace actuellement, elle est contre la démocratie. C'est-à-dire que, alors la démocratie en des sens différents, parce que la démocratie, c'est à la fois un état de droit. Donc ça, c'est le sens, disons, le plus connu de la démocratie. Et donc là, ça fait appel, bien sûr, à la question d'une souveraineté politique du peuple, à des droits politiques. Mais la démocratie a une représentation politique. Mais la démocratie, c'est aussi un ensemble, justement, de droits sociaux.
c'est donc aussi la possibilité d'un État social. Et puis, troisième chose, la démocratie. Et là-dessus, je reprendrai les thèses de Jacques Rancière. La démocratie, c'est aussi une expérience. C'est aussi l'expérience que chacun peut faire de la démocratie, c'est-à-dire de relations horizontales plutôt que de relations verticales. Et je crois qu'en ces trois sens, eh bien, la démocratie est aujourd'hui en danger. Parce que d'une part, il y a vraiment mondialement des pays, des blocs qui font la guerre à la démocratie. Et c'est vrai que aujourd'hui, on en a un exemple quand même tout proche de la Pologne. Donc il y a cette guerre finalement des dictatures contre la démocratie qui rejoue sans doute des rapports, qui tient à une manière de rejouer le totalitarisme. Enfin, il y aurait sûrement une histoire à faire là. Et puis après, il y a bien aussi une offensive contre les droits sociaux qui est aussi liée parfois au néolibéralisme, mais aussi à d'autres éléments. Et puis enfin, je crois que dans nos expériences nous-mêmes de la démocratie, on est souvent également de moins en moins démocrates et de plus en plus sceptiques sur la possibilité même de relations démocratiques. Donc moi, je dirais vraiment la grande... Et puis on sait aussi que de toute façon, les régimes qui s'appellent démocratie dans le monde, ces dernières années, sont moins nombreux qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc moi, je dirais la démocratie. Donc, oui, si vous avez un commentaire. Si je peux, rapidement, je voudrais présenter encore un aspect de fonctionnement de service public important du point de vue sociologique, à savoir, ce sont des institutions qui transforment les gens mécaniques en des gens libres, comme disait Rancière, des institutions qui, grâce à ce que l'idée de leur fonctionnement principal est de voir les gens comme égaux, font sortir les gens du fatalisme et du nihilisme. Et aujourd'hui, ce nihilisme se manifeste dans de diverses formes de normalisation de ce qui se passe. Et on a déjà dit que, bon, on parlait peu de la guerre, mais je crois qu'il est arrivé justement quelque chose de pareil dans l'académie, que des principes de la compétition ont fait que nous commençons à ressembler un petit peu à des prisonniers jouant aux échecs décrits par Pierre Bourdieu, qui dit qu'on est enfermé dans un monde orienté uniquement vers une politique intérieure, la perte ou l'échec, c'est pour tout le monde. Les émotions sont grandes, très ennemies, comme s'il n'y avait aucun autre jeu, mis à part ce qui se passe sur l'échiquier, dans le cadre de la bureaucratie ou de la gestion néolibérale. Je voudrais rebondir sur ce que tu as apporté, et Madame le professeur, la démocratie est la dernière idée de fermeture de l'université. À ces deux questions, est-ce que l'université a un extérieur? Remarquez, c'est intéressant. Mis à part l'économisation de l'université, il y a une idée d'interdisciplinarité ou d'association avec des entités économiques, des entreprises. Il paraîtrait que l'université du futur devrait être ouverte au maximum à l'extérieur. Et il commence à être à Hermann Hesse, c'est-à-dire jouer son jeu.
Et la question se pose de savoir si l'on a été toujours ainsi ou c'est le cas maintenant. Lorsqu'on regarde historiquement parlant, c'est les chœurs de Francfort que j'ai déjà évoqués, non sans raison. Ils se sont constitués à l'extérieur de l'université, justement parce que au sein de l'université elle-même, ils ne voyaient pas de conditions pour pouvoir construire ce genre d'études, de recherche auxquelles ils tenaient. C'est d'un, de deux. C'est une association qui m'est venue à l'idée lorsque je t'entendais la discussion de Catherine Malavoux, quelqu'un de très actif dans Nétosphère. Elle avait son mini-cours lié à la discussion et il a été très intéressant d'entendre le commentaire aussi bien de l'animateur que de la philosophe elle-même qui a dit c'est le seul échange vivant que je peux me permettre, non pas à l'université, non pas en écrivant, non pas en discutant avec mes collègues, mes textes, mais ici même de façon toute désintéressée où je peux rencontrer des gens online, bien sûr, qui sont intéressés par ce que j'écris. L'important, c'est que toujours plus souvent, on répète que la vraie vie universitaire se trouve. On commence à se poser la question si c'est vraiment au sein de l'université ou à l'extérieur. Grande question. Également sur l'importance de l'institutionnalisation sur la vie académique. Je dirais qu'au moment où l'université s'est institutionnalisée, elle a commencé à créer automatiquement sa propre logique. Hélas, cela mène à une plus grande coupure de l'université, de son environnement social, encore que nous déclarions toujours plus d'ouverture. Pour y ajouter encore une voie de pensée, car c'en est encore une association que j'ai eue lorsque j'entendais vos interventions. Je voudrais vous rappeler un texte très intéressant, vieux, d'Hannah Arendt, Introduction à la politique, où elle pose la thèse que la liberté académique, tant que la liberté politique consiste à ce qu'on se découpe des besoins économiques, cette agora se construit comme ça, c'est-à-dire la politique en tant que la prise autonome de décision, tandis que la liberté académique, c'est se couper de cette liberté politique, que c'est un geste de double fermeture. Et Arendt ne dit rien sur les conséquences de l'apparition de cette liberté académique. Mais il me semble qu'elle montre bien le mécanisme de la création de cet espace académique que nous apprécions, certes, que nous aimerions garder son économie, mais on pense peu de ces conséquences négatives qui se lient à cette autonomie, qui mènent justement à ce que nous soyons toujours plus intéressés par la recherche. Mais oui, nous sommes intéressés parce que, en règle générale, a toujours été l'ambition des philosophes que de former, comment dirais-je, définir cette entité politique, ce sujet politique constitutif des États d'aujourd'hui, à savoir le public. Non pas le peuple, mais le public, qui est le sujet de cet échange d'opinions. Pierre Bourdieu disait aussi que notre autonomie est assurée par ce que nous soyons partie de la classe dominante privée des fruits économiques de la domination du gouvernement. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, car ça finit que pour pouvoir entrer dans la science, il faut avoir un appartement. Au moins. Est-ce qu'il y aura encore des remarques? Oui? Non? Oui? Peut-être, oui, il y a une figure que, déjà, effectivement, les historiens des sciences nous apprennent que les sciences ont toujours été dans des relations de service des pouvoirs économiques, militaires, etc. Donc, si on regarde, si on prend une discipline, on ne s'y attendait pas. L'autre jour, je suis allé à une conférence d'un historien des géosciences, et l'émergence même, la constitution des géosciences est complètement liée, et de façon extrêmement bien documentée par les historiens, à des intérêts militaires, de surveillance des fonds marins, de détection, etc. Donc il y a toute une... Donc en fait,
cette sorte de fiction de la séparation du monde académique est historiquement une fiction. Donc, prenons-en acte. Et donc, quels intérêts on sert en alimentant cette fiction-là? Est-ce bien les bons intérêts que l'on veut servir? Je n'en suis pas sûre. L'autre jour, j'ai un groupe de doctorants qui sont assez engagés et qui m'ont fait lire des travaux d'un collectif qui s'appelait Scientific in Rebellion dans les années 60, et qui sont extrêmement engagés au moment de la guerre du Vietnam, etc. Et dans ces prises de position, à un moment, par exemple, il y avait cette question, elle n'était pas formulée comme ça, mais qui me travaille beaucoup depuis, c'est in fine, quels intérêts sert la recherche fondamentale? Et quand on regarde dans l'histoire des sciences, donc cette idée d'on va produire des connaissances pour les connaissances, etc., qui en profite in fine? Ce sont les groupes dans des positions dominantes. Ce ne sont jamais les groupes qui ne sont pas dans les positions dominantes. Donc, il nous faut interroger cette idée, on va produire du savoir sans se préoccuper de l'impact direct pour le coup, mais quels intérêts ça sert? Et ça ne sert sans doute pas, in fine, les intérêts dont peut-être certains d'entre nous aimeraient qu'ils soient. Et donc la question de la démocratie, elle se pose aussi sur la façon dont nous fonctionnons. Et bon, je ne vais pas en dire plus, mais j'aurais beaucoup à dire, et ça. J'ai des groupes de travail là-dessus, c'est-à-dire que c'est quand même un des seuls champs d'activité ou des seuls champs de politique publique qui n'est pas sur le radar du débat de la démocratie pour plein de raisons, parce qu'il y a un droit d'entrée épistémique assez élevé, mais encore une fois, quand on doit voter sur la Constitution européenne, il y a aussi un droit d'entrée épistémique un peu élevé, ou alors c'est qu'on vote comme son voisin, ou je sais pas quoi. Mais donc cette logique de séparation, quels effets réels elle produit? Regardons-le historiquement et regardons-le aussi dans nos sociétés d'aujourd'hui. Oui, moi, il y avait juste une chose que je me disais, c'est que bon, si on n'a pas abordé directement cette question-là, c'est peut-être qu'elle n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt, mais il y a une chose sur laquelle on n'est pas revenu encore, c'est le mode d'intervention dans l'espace public. J'allais dire l'espace public au sens large, le mode d'intervention des philosophes. C'est-à-dire l'espace public, c'est aussi l'espace médiatique, ou c'est une forme d'espace public, l'espace médiatique. Et la question qui se pose, c'est au titre de quoi ou dans quel type de jeu nous entrons quand nous intervenons, parce que d'une certaine manière, nous pouvons considérer, par exemple, sur les questions aussi vitales, cruciales que celles de la guerre, ou des questions écologiques, ou des questions de droits sociaux et humains, notre intervention est requise, évidemment. Mais dans quel jeu nous entrons ici? Je pense qu'il y a une chose qui mérite d'être un peu, sinon déconstruite, du moins un peu interrogée, c'est la figure substitutive de l'intellectuel à celle du philosophe. C'est-à-dire que nous avons tendance, dans ces types d'interventions, à passer du statut de philosophe au statut d'intellectuel qui donne une opinion, qui apporte une expertise aussi, éventuellement, qui entre dans les règles d'un débat dans lequel il y a effectivement des opinions contradictoires, mais qui est parfaitement régulé aussi. C'est-à-dire dont on fournit les éléments de langage, dont on indique les questions les plus importantes, et qu'on perd évidemment cette capacité à interroger le jeu lui-même dans lequel nous sommes contraints d'entrer pour intervenir dans l'espace public. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et surtout le passage de l'un à l'autre du philosophe théoricien à la figure de l'intellectuel est parfaitement insensible et parfaitement dangereux. Et, voilà. Par ailleurs, je m'interroge pourquoi personne n'avait dit que nous travaillons pour la vérité et nous sommes les agents de la vérité. Et si la vérité n'existe pas, tant pis, encore plus on est les agents de la vérité. Non, bien sûr, on ne va pas répondre de telle manière. Ça, c'est aussi historique parce que je crois que nos collègues au XVIIe siècle auraient pas mal à le dire. Mais je voudrais, à cause de cela, vous poser peut-être une question peut-être inconfortable en quelque sorte, peut-être trop simpliste, peut-être trop vulgaire parce que... Teraz dobrze. Pytanie vulgaire. Question ordinaire.
Parce que nous autres, philosophes, sociologues, préférons l'autocritique que la critique. Une critique dialectique veut considérer des choses complexes. Et on va des ennemis de la science qui sont intramuros. Nous en avons plein. Mais aujourd'hui, on peut dire sans exagérer, des ennemis, bien plus d'ennemis et bien plus puissants de la science qui sont à l'extérieur. Et parfois, eux, ils sont amusants. Ce qui ne veut pas dire symptomatique. J'ai entendu dire que bientôt, cette association des partisans de la plate terre vont ramasser des fonds américains et il va y avoir une expédition aux confins de la Terre où il va être prouvé sa forme véritable et définitive. Il y a quelque chose de... Il y a un paradoxe dans tout cela, mais nous avons encore un autre mouvement des détracteurs du vaccin et celui plus disséminé qui apparaît de toutes parts et prend de diverses formes, et celui des négationnistes climatiques qui menacent notre genre. Trivialement dit, comment interprétez-vous, est-ce que votre lecture est la même de ce phénomène des ennemis de la science d'un nouveau type? Car bon, il y avait toujours des ennemis de la science ancien type. Je vous en prie. Bardzo dziękuję. Ja będę populistką. Je vais être populiste si je puis. Je voudrais commencer par deux scènes. Récemment, j'ai lu qu'en France, il va y avoir une procession qui va être organisée par des agriculteurs. À la procession vont participer les hommes politiques. Et cette procession, à l'occasion de cette procession, vont être sorties les reliques du saint. Tout le monde va prier pour que la pluie tombe. De telles processions ont lieu également en Espagne. Je pense que c'est intéressant. Je me rappelle la phrase qu'a eue Margaret Thatcher lorsqu'elle a dit que l'eau ne tombe pas du ciel et que la technologie d'assainissement de l'eau, il faut privatiser. Je crois que de telles entreprises sont très symptomatiques s'agissant de savoir ce qui gouverne notre réalité. Je crois que c'est plutôt l'absence des frontières, l'illimitisme, le sentiment d'absence de frontières, s'agissant de l'exploitation de la terre, de l'environnement et des gens. Et deuxième chose, plus sociologique, à savoir, je voudrais vous rappeler que depuis les années 90, surtout dans les pays communistes, il y a eu une explosion de l'intérêt porté au chamanisme, à l'ésotérisme, aux envoûtements, lithothérapie, médecine alternative. De tels intérêts étaient ceux exprimés par la classe moyenne. À l'époque, on pouvait le considérer comme un élément du style de vie. Lorsque la classe populaire le fait, cela est contraire à la science. Je pense que c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a ces processions religieuses et politiques en même temps. On arrange un combat contre l'inaction, la pénurie d'action par les hommes politiques, la carence d'action. On engage une lutte, un combat tous les saints contre Margaret Thatcher. Que c'est plus intéressant que la conjonction récente de Vénus avec Mars. Je voudrais vous rappeler aussi l'agent secret Conrad qui décrit comment fabriquer un complot pour faire peur à la classe moyenne. Il faut frapper dans la science pure, dans les mathématiques de préférence, car il n'y a aucune affiliation politique à faire. Et puisque c'est impossible, car on ne peut pas
Mais jeter une bombe sur 2 plus 2 font 4, il faut attaquer le sud, c'est-à-dire Greenwich, c'est-à-dire l'astronomie, pour freiner les mouvements réformateurs, pour convaincre que ce qui se passe est le résultat d'une anarchie pure et simple qui ne sert à rien et à personne. Je crois que s'agissant des vaccins, cela est devenu une sorte de fétiche, un instrument de lutte pour des distinctions. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup d'hommes politiques qui demandent pardon à la société de ne pas avoir montré la frontière entre le régime sanitaire et le régime politique. Et en outre, la preuve que ces vaccins sont fétichisés et que, s'agissant des interventions chirurgicales en Pologne, l'achat des médicaments, il n'y a aucune réserve. Il n'y a pas d'argent. Il y a des queues qui se font devant le cabinet de médecins. Je pense que si on confronte ce que je viens de dire avec le résultat de recherche actuel qui disent qu'il y a des comptes spontanés et non spontanés, c'est-à-dire fabriqués, faussés, des profils, on voit que cela s'activise uniquement à certains éléments. Je crois parfois, je me pose la question, si ceux qui fabriquent et divulguent des théories de complot pour de l'argent car c'est leur travail, est-ce qu'ils n'ont pas une sorte de satisfaction que nous consacrons tant d'attention à eux? À la fin, je vous avouerai, je n'aime pas peut-être l'unique, un théoricien, un français théoricien, Jean Baudrillard. J'avais du mal à le lire. Il était détracteur de Baudrillard. Je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le flairer. Mais je l'ai relis encore récemment. Car il me semble que vraiment nous vivons non pas dans une réalité, mais dans une simulation de réalité, que nous prenons pour vrai certaines images dont nous faisons la lecture au jour le jour d'avoir été fabriqués et être objet de la manipulation. Si l'état des services publics s'améliore, je crois que cela cessera de faire problème. On voit manifestement que surtout en temps électoral, d'inquiétude sociale, se réaniment ces profils, ces comptes. Yves Boltanski a consacré un livre en moins à cela, à la théorie des complots. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les théories des complots ont toujours existé. Elles existent tacitement ou au grand jour. Mais il est intéressant de savoir à quel moment et quels acteurs essayent d'en faire usage. Donc c'est un symptôme. Pour ce qui est des vaccins, un dernier mot. Je voudrais rappeler Foucault. Lui, il disait que la médecine commence par la question purement philosophique. Le mal. Le malheur, fatalisme, le risque, le danger. Rien de ceci, de ces aspects philosophiques, n'a été présent dans le débat public pendant la crise sanitaire, qui, par ailleurs, continue. Merci. Merci. Des réponses dans les catégories des symptômes, et je la partage dans une large mesure, mais j'ai un certain doute cependant. Un symptôme, oui, très probablement, mais comme nous le savons, dans la médecine, notamment d'auto-immunologie, ce sont souvent les symptômes qui nous tuent et non pas les grandes causes. Et après, nous sommes déjà morts. Une anecdote. Un candidat récent, sénateur américain, qui craignait l'échec, tous ses crédits, il les a dépensés pour soutenir son adversaire.
en envoyant des personnes qui se promenaient avec des slogans « la terre est plate », etc. Les médias ont jugé que c'était là une stratégie fort risquée, néanmoins efficace, parce qu'il a gagné aux élections en finançant de tous ses moyens qu'il avait la campagne de son adversaire. Le mot pervers, perverti est apparu parce que c'est la crise. C'est pourquoi nous aurons affaire à des cas de figure comme celui-ci. Merci. Pour poursuivre, sans laisser la science sans aucun ennemi, eh bien, pour conclure ce que nous avons dit ce matin, eh bien, il a beaucoup été question de la crise de confiance. La science, la philosophie peut-être moins, mais la science subit une crise de confiance sociale. Mais cela se réfère à une chose bien simple. Dans le processus de prise de décision, l'argumentaire scientifique ne suffit pas. Dans une optimisation multicritère, il nous faut tenir compte soudain des caractéristiques extra-scientifiques. Jusqu'à présent, nous étions habitués dans le monde de la science que si un argumentaire scientifique est réalisé de manière appropriée et complètement, eh bien, nous n'aurons affaire qu'à des problèmes triviaux seulement, consistant à la méconnaissance de certaines informations, et ce n'est qu'alors qu'on pourrait prendre une décision autre que celle indiquée par la science. Je ne suis pas certaine, mais il me semble que ce manque de confiance par rapport à la science tient non pas seulement pour des mauvaises intentions ou pour le fait d'être arriéré, mais que nous avons besoin d'autres critères nouveaux, encore supplémentaires. Mais c'est là où se présente un risque, un danger. Peut-être que la crise de la démocratie évoquée par Fabienne, il y est pour cause. Mais l'argumentaire rationnel, s'il ne suffit pas, il me semble qu'il y a quelques menaces, certes, que je perçois moi-même. Pas seulement au niveau du besoin de réaliser des spectacles payés d'avance. Ça peut être des spectacles pseudo-religieux, puisqu'il ne comporte aucune croyance, en fait. Ça n'est qu'une représentation, qu'un spectacle. Et c'est surprenant, récemment. Et à savoir la nécessité de vivre dans l'illusion. C'est visible si vous entrez dans une librairie, dans la section philosophie ou sciences sociales, vous y trouverez des guides multiples et variés, guides de la vie spirituelle, d'une vie meilleure ou autre. Donc, rechercher sa zone de confort est également un défi. Peut-être pas une menace, mais un risque pour la science. Autre phénomène que l'on peut observer, c'est ce qu'on appelle en polonais se renfermer dans des bulles. Tout le monde agit, fonctionne, que ce soit des communautés intellectuelles ou politiques, se renferment sur elles-mêmes très volontiers et s'y condamnent à consulter leurs propres experts. Ils sont leur propre groupe à l'intérieur de ces bulles. D'une part, on peut dire que c'est bien qu'il y ait des experts, mais d'autre part, c'est ce domaine qui est le plus à risque d'être la cible de mouvements populistes. Si nous partons de la politique pour aller vers ces communautés, c'est bien si c'est une communauté d'experts ou intellectuels, mais c'est moins bien pour nous et pour la démocratie si nous y avons affaire à des populistes, parce que les populistes sont plus nombreux, ils seront toujours majoritaires et sauront nous convaincre. Et enfin, dans cette optimisation multicritère que nous essayons de réaliser au-delà de la science, au-delà de ses limites, il y a énormément de simplification, d'aller à la va-vite, de glisser, des post-vérités. Souvent, c'est aléatoire, guidé. Et avec cela, nous tous, il nous faut y faire face d'une manière ou d'une autre. Blaise se réjouirait de cette société qui vit dans des bulles, mais c'est comme dans ce film qui primait par un Oscar, tout se passe à la fois. Donc la prise de décision s'avère
indispensable à tout moment. Tout est en train de virevolter, de tourbillonner. Je ne sais pas si la science est menacée, mais c'est sans doute un grand défi pour la science. Mais ce n'est pas un ennemi dur. Le chaos est un défi. Ce n'est pas un ennemi de la science, mais c'est une menace. Mais des unités dangereuses se meuvent dans le chaos. Quand on parle de climato-scepticisme, d'antivax, etc., est-ce qu'on a raison de l'interpréter comme une position ennemie de la science? Je ne suis pas sûre. Je dirais plutôt que c'est des positions ennemies des changements de mode de vie, des changements politiques qui devraient découler de ces connaissances scientifiques. Prenons le cas du climato-scepticisme. Il est bien connu que l'adhésion aux thèses climato-sceptiques n'était pas tellement corrélée au niveau d'éducation, mais fortement au niveau d'engagement politique, avec un taux beaucoup plus fort chez les républicains aux États-Unis que chez les démocrates. Pourquoi? Parce que si on prend acte de ce que dit la science, ça oblige à changer certains modes de vie, etc., etc. Et donc la résistance, je ne sais pas si elle est, c'est pas juste un proxy, c'est-à-dire que la résistance, elle est à la science ou elle est aux conséquences sociétales et politiques de ce que propose la science. Et pareil pour les antivax. On a tous autour de nous des gens très éduqués qui sont antivax, mais pourquoi est-ce qu'ils sont antivax? C'est parce qu'ils sont anti-gouvernement qui leur demandent de se vacciner. Ce serait leur extrême. Voilà. Donc en partie, ça n'explique pas tout, mais il faut pas. Donc c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'on est contre une certaine croyance scientifique pour la croyance elle-même, ou est-ce que ça s'inscrit dans un système de valeurs auquel on adhère, et donc on va adopter une position sceptique envers telle ou telle proposition scientifique? La proposition scientifique serait portée par un autre groupe de valeurs et un autre. On n'aurait sans doute pas les mêmes personnes anti-vax, etc., etc. Et je pense qu'on fait une erreur, en partie une erreur d'interprétation, en laissant cette question sur l'ennemi de la science et pas, au contraire, ennemi des changements que l'on devrait effectuer envers la science. On devrait effectuer à la lumière des connaissances de la science. Merci. Dernier mot sur le platisme. Le platisme. Alors, il y a plein d'études intéressantes qui montrent, mais pourquoi... Enfin, donc je répète juste des études. Quand vous interrogez les gens, pourquoi vous êtes platiste? Et la première réponse, c'est pas parce que je crois que la Terre est plate, c'est parce que c'est super sympa d'être dans ce collectif, je sens une reconnaissance sociale d'être dans ce collectif, on existe dans ce collectif, alors que je n'existe pas dans les collectifs traditionnels de la société dans laquelle je vis, etc. Voilà. Après, combien de platistes sont prêts vraiment à mettre leur vie en jeu pour cela? Je ne sais pas. Donc, j'ai oublié de poser la question ce matin dans les croyances, quand on dit à un sondage « je crois que », mais est-ce qu'on est prêt à s'engager à mettre toute sa fortune là-dessus? Est-ce qu'on est prêt à mettre sa vie? Donc voilà, donc je ne sais pas, le taux de platisme, est-ce qu'on est au niveau faible de la croyance ou un peu plus? J'en sais rien. No, myślę, że rzeczywiście wskazanie na to, że na przykład antywaksyzm nie jest zawsze tym samym, a być może... N'est pas toujours la même chose ou n'est pas ce qu'il est, cet antivaxisme. Oui, c'est un constat utile, mais dans les sciences sociales, on pourra toujours trouver des exceptions. Il y a un pays en Europe qui a particulièrement souffert des réformes brutales néolibérales. C'était en 2008. Et il s'en sort à peine. Il n'en est pas encore sorti par retrouver son état initial. C'est un pays du sud de l'Europe avec un vaste passé féodal. C'est le Portugal. 96% de taux de vaccinés et vaccinés le plus vite dans ce pays. Eh bien, ça m'a toujours intrigué. Pourquoi le Portugal et pourquoi la Pologne? Il doit bien y avoir une réponse empirique à cette question. Une remarque, si tu permets. Tu as dit quelque chose qui m'a choqué. Qu'est-ce qui nous menace? Est-ce que c'est le négationnisme qui nous menace le plus? Que c'est là peut-être le mal majeur auquel nous sommes confrontés? Et cette négligence, cette renonciation
ce qu'a évoqué Madame la professeure. Ce qui nous effroie, c'est s'abstenir de procéder à des changements réels, bien que nous sachions très bien, sachant ce que cela nécessiterait de notre part. Nous nous focalisons trop sur des phénomènes visibles, spectaculaires, tels que, justement, des associations de platistes ou des mouvements anti-vaccins très radicaux, sans nous demander que c'est dans les années 70 qu'ont été rédigés les premiers rapports qui prévoyaient des conséquences écologiques de continuer à puiser des carburants, des combustibles fossiles dans cette dynamique du développement de la population qui aurait pour conséquence une surexploitation de combustibles fossiles. Les scientifiques le savaient dans les années 70, mais aucune décision n'a été prise parce qu'il aurait fallu dire à cette époque, fini les rêves d'or, fermons le robinet avec le pétrole et pensons à l'avenir de la civilisation. Donc la science n'a fait rien d'autre sauf que présenter des rapports qui ont disparu quelque part dans des tiroirs très vastes des décideurs. Donc le non-action, la non-activité est devenu maintenant ce moment crucial. Et puis encore une remarque sur les antivax. Nous qualifions volontiers ces mouvements de arriérés ou exempts d'éducation, non formeurs ou hostiles par rapport à la science. Mais moi, je voudrais regarder ces mouvements anti-vax comme un effet pervers de la crise où la science entre d'elle-même volontiers ou que des circonstances qui y font entrer. Oui, comme je l'ai dit, vous allez tous accuser la science pour les ennemis qu'elle a. Oui. J'irai défendre cette thèse perverse. Attention, ce nœud rationnel des mouvements anti-rationnels, des mouvements anti-vaccins notamment. Sachons que ce qui apparaît maintenant comme un slogan qui met en cause les anti-vax de Big Pharma, si nous prenons la crise des opiates aux États-Unis, la chose est toute différente. La crise des opiates qui a été suscitée par des acteurs privés qui, bien entendu, regardent leurs bénéfices, mais il y a des scientifiques qui y travaillent, également des médecins. Tous ces groupes ont des ethos particuliers qui seraient censés défendre le bien du savoir, le bien des patients. Et la crise des opiates a montré que aussi bien que les milieux scientifiques ont failli, les médicaux également, mais également les milieux publics qui devraient être les gardiens de la non-violation de ces ethos. Et remarquez que dans les débats des antivax, tenus à ce registre que ça n'est qu'un complot, que les vaccins ne sont proposés que pour des bénéfices escomptés, c'est un nœud particulier parce que certains médicaments ont été ordonnés uniquement pour obtenir des bénéfices sans tenir compte des conséquences terribles qu'ils engendraient. Ils ne veulent pas de vaccin, mais les opiates, ils les veulent bien. Il est difficile de devenir dépendant des vaccins. Dans le sens de Stéphanie sur les croyances, puisque beaucoup de choses tournent autour de ça, hein, le type de croyance. Effectivement, ce qui est frappant, en France, il y a une enquête récemment parue qui est sujette à caution. Elle n'a pas été très très bien faite. Et il y a plein de biais, mais qui portaient sur les populations jeunes et sur leurs croyances. Et on a obtenu des résultats qui ont effrayé tout le monde. Il y a 20% de la population jeune, c'est-à-dire en dessous de 24 ans, qui croient que la Terre est plate, que les pyramides d'Égypte ont été construites par des extraterrestres, etc. Bon, bref, donc tout le monde s'est effrayé.
et en indiquant justement la dégradation du système de l'éducation qui serait responsable notamment de ce type de croyances aberrantes. Je pense qu'à dire vrai, ces croyances aberrantes ou irrationnelles, elles ont toujours été, enfin pas toujours été là, mais le niveau n'est pas plus élevé ou moins élevé. Le problème, c'est qu'il est public désormais. Ça, c'est un problème. Mais si on prend un point de vue vraiment d'analyse pragmatique des croyances, c'est-à-dire à la limite, je ne peux pas savoir ce que pensent les gens et je ne peux pas être dans leur tête. Moi, j'en juge par leurs actes et par les effets. En fait, il n'y a aucun effet. Il n'y a strictement aucun effet. C'est pas seulement qu'ils n'iraient pas engager leur vie pour défendre la croyance que la Terre est plate, mais c'est surtout que ça ne change strictement rien dans leur manière d'agir, mais rien. Donc, si on veut leur imputer des croyances, on peut leur imputer des croyances. D'ailleurs, ils le déclarent eux-mêmes, mais c'est des croyances qui sont complètement déconnectées de leur existence. Donc, ce sont des croyances, sont des positions purement théoriques, il faut le dire comme ça, mais ce ne sont pas des croyances agissantes. Donc, ce n'est pas pour nous rassurer, évidemment, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à, oui, une espèce de prolifération des affirmations choquantes, aberrantes, etc. Et puis, l'espèce de défiance, j'allais dire existentielle à l'égard de la science, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs, parce que ces populations-là sont les premières à, je ne sais pas moi, abonder dans le sens de progrès technologique, voilà. Donc, faudrait décorréler en tout cas ces deux phénomènes. J'avais envie de répondre sur cette question de la pandémie en repartant du Portugal et d'autres exemples sur ce qui a fait que certains pays se sont mieux vaccinés que d'autres, sur ce qui a fait qu'il y a eu plus d'antivax dans certains pays que d'autres. Par exemple, en Allemagne, il y a eu des manifestations très, 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 très fortes, beaucoup plus, par exemple, qu'en France. Je crois qu'il y a... La pandémie, elle nous enseigne plusieurs choses sur le rapport à la science. Elle nous enseigne d'abord que la science, c'est pas que des certitudes, c'est aussi de l'incertitude. Parce que quand on s'est trouvé face à ce virus, eh bien précisément au départ, on ne savait rien. Et en particulier en France, là où les experts médicaux se sont succédés sur les plateaux de télévision, forcément il y avait des changements de discours toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et ça c'est normal. C'est normal parce que c'était en fonction de ce virus qui arrivait, des recherches en cours sur le virus, on était face à quelque chose d'inconnu. Donc il y a la science, c'est pas que des certitudes. De toute façon, c'est aussi de l'incertitude. Donc ça, je crois qu'il y a toujours un chemin, il y a toujours un processus. Et ça, on l'a bien vu au sujet de la pandémie. Et sans doute que là-dessus, peut-être que les gouvernants n'ont pas assez dit au départ, finalement, on ne sait pas. Ils ont voulu, bien sûr, rassurer, poser des normes, mais finalement, le point de départ, c'était on ne sait pas. Et donc, il y a toujours le savoir va avec le non-savoir. Enfin, pour qu'il y ait du savoir, il faut qu'il y ait du non-savoir. Après, sur le fait, sur l'hypothèse qu'on a presque posée que c'est l'adhésion à la science, l'adhésion collective à la science d'une population qui ferait la vaccination, moi je pense, enfin en tout cas dans le cas français qui a été quand même autant sans doute les débuts de la gestion politique du Covid ont été très mauvais en France, autant ensuite ça a plutôt été bon, et en particulier sur la campagne de vaccination, ça a plutôt été bien orchestré. Et moi je crois que ce qui fait plutôt que les gens vont se faire vacciner, c'est justement un bon système de santé publique. C'est-à-dire, c'est le fait justement d'avoir des hôpitaux publics, d'avoir des soignants, d'avoir des lieux de proximité où on puisse se faire vacciner. Donc, je crois fondamentalement que ce qui fait la vaccination, ce sont des éléments de politique publique et que c'est la possibilité justement d'une démocratie sanitaire et que, par exemple, la France c'est beaucoup plus comporté comme une démocratie sanitaire au moment de la vaccination
qu'au tout début de cette pandémie de Covid. Alors je ne sais pas, je ne connais pas le cas précis du Portugal. Ce que je sais, par exemple, par rapport à l'Allemagne, où finalement le système de vaccination a été plus compliqué, le système de tests aussi, c'est qu'en ce qui concerne, par exemple, les tests justement concernant le Covid, pendant un certain temps, ils ont été payants. En France, ils ont toujours été gratuits. Je pense que la gratuité, pour le coup, introduit de la confiance, introduit une confiance des populations et tout simplement une forme d'accessibilité également. Non, mais je suis bien d'accord. Je crois que quand vous dites adhésion à la science, bien sûr que c'est trop à demander. Et les exemples que vous avez donnés de classe moyenne et l'air feng shui, moi j'ai un encore plus grave problème comme ancien gauchiste réputé. Rosa Luxembourg, selon les témoignages, a organisé les séances spiritistes à Berlin. Donc on ne peut pas aller, et moi j'aurais jamais fait. Non, tout ça c'est vrai, mais ce n'est pas la question tellement d'adhésion. On sait que le peuple qui est, selon les mesures sociologiques quantitatives, qui a la plus d'adhésion à la science, ce sont les Japonais, et en même temps 80% d'eux croient à des esprits domestiques. Et ce n'est pas ça notre problème. Le problème, c'est de pourquoi ne pas faire confiance aux vaccinations. Et qu'est-ce qui s'est passé en entre-temps? En Pologne, en 1967, il y avait quelques épidémies. Est-ce que quelqu'un se rappelle laquelle? Il y avait une épidémie qui, en tout cas, c'était quelque chose de grave. Les gouvernements communistes, mais on n'était pas dans le stalinisme, ne gérons pas. On a enfermé la voïvodie Dolnośląskie, Wrocław, par l'armée. On a fermé pour 3 semaines et on a envoyé en gros vraiment le système militaire-sécuritaire pour vacciner. Pardon? Comment ça s'appelle? La variole. Et c'était pas problème. C'est-à-dire, il n'y avait pas les protestations à l'époque. C'est-à-dire, les gens considéraient que le vaccin, c'est quelque chose. Ça se fait. Et ce monde a disparu. J'aimerais vous rappeler qu'il y a une seule telle loi que les autorités polonaises n'utilisent pas. Je ne sais pas maintenant quel est le statut de ces régulations, mais si nous avons un tuberculeux, on peut l'arrêter de force à l'hôpital. Donc notre structure juridique reflète ce régime sanitaire qui a été constitué dans les 50-60, je ne sais plus, en tant que régime sanitaire policier. Et on a le droit, et théoriquement, on devrait y appliquer des méthodes policières de l'exécution de ces interdictions. Mais je voudrais te rappeler que ça a été l'épidémie de la variole, vrai, c'est-à-dire que la panique qui a été là, vu la nocivité et la contagiosité. Dans 71, mon grand-père est mort justement à l'époque à cause de cette épidémie. La grippe d'Hong Kong, c'est un nouveau régime sanitaire. On recommandait tout simplement de rester à la maison aux patients. Une partie se sont retrouvés à l'hôpital, mais il n'y a eu aucune intervention politique ou militaire. Bien entendu, il faut tenir compte du pathogène auquel on a affaire. Je voudrais vous rappeler que le vaccin, ce sont les classes populaires qui l'ont inventé. Et c'est interdit par les médecins. Ceux qui ont travaillé avec les vaches se contagiaient à dessein. Donc les vaccins sont une invention des classes populaires reprise par la suite par la médecine professionnelle. Ça, ils sont des différences entre les sociétés différentes. Il faut pas oublier qu'au Portugal, par exemple, rapidement, des décisions ont été prises s'agissant des immigrés. Ils ont été inclus dans le système de services. Il y a eu la légalisation du travail, des conditions de séjour, tout ce qui a fait que cette société a été dotée d'un très grand espoir, qu'une nouvelle réalité commençait, un nouveau monde est apparu, la communauté sociale, ce dont on manque en Pologne toujours. Mais lorsqu'on parle des théories des complots,
Et on voit en certains gens des ennemis détracteurs de la science. Je crois que nous construisons nous-mêmes également une sorte de théorie des complots. Quelque chose de mauvais se passe avec nous parce qu'il y a eu un complot qui a été ourdi contre nous, des platistes, des antivax, complates. Et on vivrait bien ici s'ils n'étaient pas là. Mais qu'est-ce que ça aurait changé, monsieur le professeur, dans votre vie, si vous abandonniez cette idée? Nous n'entendons pas la réponse. Nous n'entendons pas la réponse. Y a-t-il... On a encore du temps. Donc, si vous voulez presser encore davantage, je vous en prie. Je voudrais poser une question un peu en forme de métaphore. On imagine un homme qui est prêt à courir. Et est-ce que je me demande, cet homme, il doit savoir avant de partir son but, sa destination, ou il doit le savoir après qu'il a déjà commencé à courir? Parce que on peut imaginer que cet homme, c'est la science, et on peut se poser les questions où il va la science, ou pour qui il travaille la science. Mais ça veut dire que la science a déjà commencé à courir, et ça veut dire qu'on ne discute même pas sur la possibilité que cette science peut s'arrêter. On ne discute même pas sur la nécessité de la science. Et donc on peut dire, le progrès c'est inévitable, donc ça n'a pas de sens de poser une question comme ça. Mais alors ça veut dire que la science, c'est plus sur les contrôles humains. Ça veut dire que c'est comme un cheval aveugle qu'on ne peut plus contrôler, on peut juste chercher de faire changer sa direction, même si on sait que c'est plus difficile de faire changer la direction d'un cheval qui a déjà commencé à courir plutôt que l'éduquer et le faire partir dans la juste direction. Donc, en fait, je crois que personne ne peut donner la confiance à un cheval aveugle comme ça, et je crois que ça n'a même pas de sens après se demander si le cheval avance vers la catastrophe ou vers le bien-être commun, parce que quand même c'est sûr qu'il y a plus un contrôle sur ce cheval. Donc peut-être qu'il c'est plus sensé de l'arrêter, si on peut le faire, et de l'éduquer pour chercher de reprendre un chemin qui a vraiment une direction plutôt que de croire que désormais il est parti. Et c'est un peu l'idée du progrès qui s'est arrivé avec l'illuminisme. On a commencé à croire dans un progrès qui tient des vagues. Et avec le temps, on a compris qu'en fait, il n'y a pas une clarification sur les chemins. Il y a juste cette idée qui continue à être vague. Et je crois que maintenant, il y a toute cette méfiance de la science. Si les personnes peut douter de la rationalité, c'est parce que la rationalité, c'est pas juste dans les méthodes, c'est ce qu'il y a à la science, mais c'est aussi dans les buts de cette méthode, dans les produits de cette méthode. Et maintenant, on s'arrête, je crois, la science s'arrête à la rationalité de la méthode. Ça suffit que les méthodes pour faire une découverte, c'est rationnel, pour se dire que ça marche, que la science, qui nous, en tant qu'humains, on a le contrôle de la science. Mais en fait, c'est pas ça, parce que comme ça, on peut produire la bombe atomique, comme on peut produire les bien-être communs, et on peut aussi ignorer toutes les découvertes, comme dans les années 70. On peut anticiper les catastrophes, mais après, vu que le cheval c'est aveugle, on peut quand même continuer à avancer, parce que quand même... le cheval est aveugle, donc c'est pas grave si au bout il y a la catastrophe. L'important c'est avancer. Et on oublie toujours, je crois que la science, à moi la science occidentale, c'est né dans l'époque des Grecs. Et pour les Grecs, la science, il avait le même chemin que la religion. La raison d'être de la science, c'était pas juste le progrès en tant qu'idée vague, mais c'était se rapprocher à Dieu et à la vérité. Et moi, je crois qu'on a oublié tout ça, et on est arrivé jusqu'au dire qu'en fait, il y a une opposition entre la science et la religion. Et ça, pour moi, ça, c'est la preuve de combien la science est pourrie dans sa propre origine et dans son propre chemin. Est-ce que
Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby głos zabrać? Odnieść się do tego pytania? No cóż, tutaj ten koń chciał biec. D'un cheval où le point d'arrivée était tout à fait décidé. Donc, donc la question normative qu'on peut se poser en philosophie, et en philosophie des sciences en particulier, c'est est-ce que c'est une bonne chose que le cheval il peut pas courir où il veut et que le cheval il court où les différents groupes, rapports de pouvoir dans la société l'invitent à courir. Ça, c'est une question normative fondamentale. Autrement dit, cette mutation qu'on décrit toujours, d'une science effectivement plus utilitariste, avec tous les modes de management et de gouvernance qui vont avec, ça, c'est effectivement un fait, cette mutation, et on la constate, mais la question normative, c'est faut-il y résister? Et si on y résiste, c'est au nom de quoi? Donc cet assujettissement de la science à des fins utilitaires, si on y résiste, c'est au nom de quoi en fait? Alors ça peut être au nom de considérations épistémologiques, en disant une science dont on fixe des objectifs par des problèmes exogènes, ça va être une science qui va être moins féconde, etc. Mais en fait, en philosophie des sciences, quand on regarde un peu ça ne tient pas tellement la route. Et on peut toujours sortir l'exemple de Pasteur, notre Pasteur national, le pavillon de philo et le pavillon Pasteur. Pasteur, vous avez l'exemple même d'un savant ultra créatif, ultra fécond, qui était en permanence soucieux de l'utilité sociale directe de ces avancées. Donc là, cette tension entre utilité sociale directe et avancement des connaissances imprévisibles, en fait, elle est relativement caduque, et Pasteur l'incarne. Pasteur, si vous regardez Pasteur, il est en permanence en train d'appeler les bailleurs de fonds pour avoir plus d'argent, etc. Ça ne l'empêchait pas d'être extrêmement créatif et de faire avancer la biologie d'une façon qu'a reconnue l'histoire des sciences. Donc je pense que la question, elle est plutôt normative. Au nom de quoi on résiste? On a de bonnes raisons de résister à cet assujettissement du développement scientifique à des besoins sociétaux bien identifiés. Et voilà, au nom de quoi? Et qui doit décider de ce qui fait la valeur de la science? Est-ce que c'est à nous, monde académique, de dire non, la valeur de la science, c'est la recherche de la vérité, parce qu'on est tous d'accord qu'il s'agit de produire des connaissances fiables et aussi véridiques. Mais ça, c'est juste la première partie de la réponse. Qui va dire non, on n'est pas là pour chercher des connaissances fiables et véridiques? On est tous d'accord là-dessus. Mais on n'a pas dit grand-chose si on se contente de répondre à nous, on est là pour produire des vérités. Mais quelle vérité? Il y a une infinité de vérités qu'on peut trouver sur le monde, au sens d'une infinité de questions qu'on peut poser sur le monde, et donc lesquelles nous semblent prioritaires et pour lesquelles faut-il s'engager à répondre de façon véridique. Oui, là, je crois aussi très souvent la science. Dans certains contextes, on tombe dans un espèce de piège, parce que quand on parle de liberté scientifique, par exemple, on la défend. Parfois, c'est difficile à la défendre quand on met notre collègue en prison, comme mon collègue Fariba Adelka, par exemple. Mais en réalité, en expliquant de quoi il s'agit-il, on doit avouer quelque chose que, justement, l'opinion publique n'aime pas trop souvent, que liberté scientifique est une chose compliquée, relative, complexe, qu'il faut maintenir, que c'est pas sûr. Tandis que il y a l'amour de l'immédiat. Qui est mal entendu, c'est-à-dire que mettre un chercheur en prison parce que ce qu'il produit comme résultat déplaît, là, bien sûr, c'est pas là que se joue une limitation acceptable ou pas de l'autonomie de la recherche. Ça, on est bien d'accord. C'est pas cela que j'évoquais. La question, c'est bien sûr, il faut laisser une entière liberté. C'est le fondement même de l'utilité de la science dans une démocratie, une entière liberté de résultats et de ne pas influencer sur le résultat d'une enquête scientifique. Mais la question, elle est en amont, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois une infinité d'enquêtes scientifiques qu'on peut ouvrir. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à certaines questions plutôt qu'à d'autres? Mais on ne se la pose pas suffisamment. Quand on défend la liberté de recherche, on confond en fait ces différents régimes de liberté. Et
celle qui paraît politiquement intéressant et normativement intéressant à discuter, c'est pas la liberté de dire le résultat non biaisé d'une enquête. C'est minimal et c'est absolument indispensable. C'est la question, encore une fois, la priorité. Où est-ce qu'on met nos billes? À quel type de questions on veut prioritairement répondre? Et là, le cheval n'a jamais couru où il voulait. Pas plus avant et toujours pas. Écoutez, si je ne vois plus la volonté les volontés de manifestation, je vous remercie beaucoup, je vous remercie vivement. Je crois que c'était un bon échange, bien que c'est à notre public de juger. Bien, donc effectivement, quelques mots de conclusion très rapides. Donc, je remercie avant tout nos invités de la journée. Je crois qu'on a eu des discussions passionnantes à la fois dans la matinée et dans l'après-midi. Donc, je vous remercie vraiment pour ces discussions qui ont permis de réfléchir sur le statut de la science qui va bien au-delà de la journée consacrée à la philosophie. Je pense que c'est une question qui traverse l'ensemble de la semaine française des sciences sociales, puisque finalement, on est tous un petit peu dans le même panier, si on peut utiliser cette formule-là, par rapport à l'utilité et par rapport finalement à la liberté scientifique, comme vous l'avez défini, précisément quels sont nos choix, quelles sont les priorités qu'on donne dans nos disciplines. Et je vous propose simplement aussi de nous retrouver demain pour la dernière journée de cette semaine, donc la journée qui sera consacrée à l'économie narrative. Donc là aussi, finalement, à cheval sur les deux disciplines, entre l'économie mais aussi une manière de construire la narration, donc pour sortir un petit peu du modèle simplement économique et mathématique de l'économie. Donc la journée se déroulera au SGH, donc à l'école des hautes études commerciales de Varsovie. Donc là, on va se déplacer encore une fois et on commencera à partir de 9h30. Donc vous êtes tous cordialement, évidemment, invités à assister à cette dernière journée de la semaine sociale des sciences sociales. Merci beaucoup et au revoir et merci encore une fois à nos invités. Merci. Merci à vous. Non, je bavardais avec